Le son d'une main frappant la peau résonna à travers le cristal et le velours du compas doré. Ce ne fut pas le bruit le plus fort de la soirée. Le cliquetis d'une fourchette tombée aurait été plus sonore, mais le silence qui suivit fut assourdissant. Chaque conversation, chaque tintement de verre, chaque murmure feutré de l'élite parisienne cessa. Tous les regards se tournèrent vers la table 7, vers le milliardaire imposant Grégoire Audran, et vers la serveuse timide et tremblante, Anne, qui portait maintenant l'empreinte rouge vive d'une main sur sa joue. Il l'avait traitée de voleuse. Mais dans un instant, elle passerait un appel qui glacerait son monde entier. Le compas doré n'était pas un restaurant. C'était une déclaration. Perché au 60e étage de la Tour Titan, à la Défense, c'était un terrarium pour les plus riches de la ville, un lieu où les fortunes se discutaient autour de filets de bœuf de Kobe à 450 € et de bouteilles de vin à plus de 8000 €. Le personnel était formé pour être invisible, pour anticiper les besoins sans être vu, pour être des fantômes en uniforme noir sur mesure, et Anne était le meilleur fantôme qu'ils aient jamais eu. À 24 ans, Anne était un modèle d'efficacité discrète. Ses cheveux châtains étaient tirés en un chignon sévère et réglementaire, et son uniforme, bien que propre, semblait flotter légèrement sur elle, comme si elle essayait d'occuper moins d'espace dans le monde. Elle était la serveuse timide que les autres membres du personnel protégeaient parfois, ou plaignaient parfois. Elle ne parlait jamais plus fort qu'un doux murmure. Ses yeux étaient presque toujours baissés, et elle possédait une capacité surnaturelle à être oubliée dès l'instant où elle se détournait d'une table. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la timidité d'Anne était un bouclier. Son silence n'était pas du vide. C'était de l'observation. Elle voyait tout. Elle voyait M. Durand à la table 3, qui dînait discrètement avec sa maîtresse pour la 3e fois ce mois-ci, tandis que le gala de charité de sa femme passait à la télévision du salon. Elle voyait Mademoiselle Cartier au bar, glissant discrètement sa carte de crédit en platine au barman, payant pour la rencontre fortuite qu'elle s'apprêtait à avoir avec un jeune acteur. Et ce soir, elle voyait M. Grégoire Audran à la table 7. Il n'était pas tant arrivé qu'il avait conquis la table. Grégoire Audran était un homme fait d'angles vifs et de succès bruyants et agressifs. Un milliardaire de la tech qui s'était hissé au sommet à la force des poignets. Il croyait que le monde était divisé en prédateurs et en proies. Et il n'avait aucune intention d'être la proie. Il était grand, avec un visage durement beau, et portait une montre scandaleusement chère, une pièce squelettée en titane faite sur mesure qu'il semblait vérifier toutes les 30 secondes, comme pour défier le temps lui-même d'être en retard. Sa compagne, une femme magnifique nommée Laura, ressemblait moins à une partenaire qu'à un accessoire qu'il avait choisi pour assortir à sa montre. « C'est le mieux que vous puissiez faire », avait lancé Grégoire au maître d'hôtel, désignant la table, qui offrait l'une des meilleures vues sur Paris. « Je voulais le coin. Mes excuses, monsieur Audran. Cette table a été réservée il y a 2 mois. Par qui? Quelqu'un de plus important que moi? Peu probable. » Anne avait observé depuis le poste de service, son estomac se nouant. Sa section lui était assignée. La nuit s'annonçait longue. Pendant la première heure, ce fut un barrage de tyrannie de bas étage. « Cette eau est tiède », se plaignit-il après avoir bu une grande gorgée de l'eau glacée qu'Anne venait de verser. « Vous la refroidissez avec votre chaleur corporelle? Apportez-moi une bouteille, une nouvelle, et que je vous voie l'ouvrir. » Anne murmura « Oui, monsieur », et alla la chercher. « Ce pain, dit-il en piquant une miche de pain au levain artisanal à 25 €, est froid. Le chef est en vacances? Reprenez-le et dites-lui de trouver un nouveau métier. Tout de suite, monsieur. » Laura, sa compagne, souriait simplement, une expression placide, semblable à celle d'une poupée, comme si elle était immunisée contre son comportement, ou peut-être payée pour l'être. Anne se déplaçait dans sa section avec sa grâce silencieuse habituelle, remplissant son verre d'eau avant qu'il ne soit à moitié vide, débarrassant les assiettes avec la légèreté d'une plume. Elle essayait de désamorcer la situation, d'être si parfaite, si invisible qu'il n'aurait plus rien à critiquer. Mais les hommes comme Grégoire Audran ne cherchent pas la perfection. Ils cherchent une cible. « La fille », dit-il fort à Laura, en faisant un geste avec sa fourchette, alors qu'Anne était à moins de 2 mètres, débarrassant une table voisine. Elle est, comment dire, lente. On pourrait penser que pour le prix qu'on paye ici, il pourrait engager du personnel avec une personnalité, ou au moins un pouls. Laura gloussa. Un son aigu et tintant. « Grégoire, sois gentil. Ce n'est qu'une serveuse. » C'est bien ça le problème. C'est une servante. Elle est là pour servir et elle n'arrive même pas à faire ça correctement. Anne lui tournait le dos, mais elle sentit les mots comme de petites aiguilles acérées. Elle prit une profonde inspiration pour se calmer, se rappelant pourquoi elle était là. Ce travail au SMIC, très stressant, profondément humiliant, était une promesse. C'était son propre test personnel. « Tu veux comprendre les gens, Anne ?» avait demandé son père, sa voix empreinte d'inquiétude.
Tu ne les trouveras pas au 60e étage. Je veux comprendre l'entreprise, papa, avait-elle rétorqué, de la base au sommet. Pas de fonds fiduciaires, pas de traitement de faveur. Juste moi. Il avait accepté à contre-cœur. Alors la voilà, Anne Lefebvre, unique héritière de l'Empire Lefebvre consolidé Tut, un réseau d'hôtels 5 étoiles, de banques internationales, et du bâtiment même dans lequel Grégoire Audran était actuellement assis, à nettoyer des taches de vin et à se mordre la langue pour un salaire horaire misérable plus les pourboires. Elle retourna à la table 7. Tout est à votre goût avec le plat principal, monsieur. Grégoire était occupé sur son téléphone, un appareil sur mesure, incroyablement fin, avec un boîtier en platine brossée. C'était un prototype d'Audrantech, son nouveau produit phare, dont il se vantait sur les réseaux sociaux depuis des semaines. Il valait, selon lui, plus que toute la vie d'Anne. Il ne leva pas les yeux. C'est à peine de la nourriture. Il termina son appel, claquant le téléphone à 45 000 € sur la nappe blanche, à côté de son assiette. Il prit une bouchée de son steak, mâcha et grimaça. Pathétique, murmura-t-il. Il repoussa l'assiette, à moitié pleine. Vous allez rester planté là, ou vous allez débarrasser ça. Mes excuses, monsieur, dit Anne, sa voix un murmure. Elle s'approcha, ses mains expertes tendant la main vers son assiette et celle de sa compagne. C'était une chorégraphie soignée, main gauche pour les assiettes, main droite pour rassembler les lourds couverts en argent, tout en gardant la tête baissée et sa présence minimale. Elle empila son assiette sur celle de Laura, assura le couteau et la fourchette, et se tourna pour partir. Elle avait fait exactement 3 pas vers la cuisine quand le rugissement retentit. « Arrêtez-vous !» Anne se figea. Elle se retourna, son cœur une pierre froide dans sa poitrine. Grégoire Audran était debout, sa chaise raclant violemment le sol. Son visage était un masque de rage cramoisie. Sa compagne Laura avait les mains sur la bouche, les yeux écarquillés. « Mon téléphone !» cracha Grégoire, sa voix dangereusement basse, mais portant à travers le restaurant qui se taisait. « Monsieur ?» demanda Anne, confuse. « Mon téléphone ? Mon prototype ?» Il pointa du doigt l'endroit vide sur la nappe où l'appareil en platine avait été posé. Il a disparu. Et vous ? Vous étiez la seule ici. L'air dans le compas doré devint mince, cristallin. Le brouhaha de fond de l'élite parisienne ne s'est pas seulement calmé. Il fut aspiré de la pièce. Anne resta figée, les lourdes assiettes à moitié mangées toujours dans sa main gauche. « Monsieur, je ne comprends pas. Ne jouez pas l'idiote avec moi. » La voix de Grégoire Audran fut un coup de canon dans la salle silencieuse. Il s'avança vers elle, sa grande carrure imposante la forçant à reculer involontairement. « Vous venez de débarrasser la table. Mon téléphone était juste là, et maintenant il a disparu. Vous l'avez pris. » « Non. » La voix d'Anne n'était qu'un petit hoquet de choc. « Non, monsieur. Je ne ferai jamais ça. J'ai juste débarrassé les assiettes. » « Exactement. Un petit tour de passe-passe en débarrassant, n'est-ce pas ? Vous empochez le téléphone, le glissez sous une assiette et vous partez. Vous pensiez que je ne remarquerais rien ? Monsieur, je vous assure. Ne m'appelez pas monsieur, petite voleuse. » Du coin, le directeur du restaurant, monsieur Dubois, s'approchait, le visage un masque étudié de préoccupation peinée. Dubois était un homme qui vivait selon une seule règle. Le portefeuille le plus garni a toujours raison. « Monsieur Audran, monsieur, quel semble être le problème ?» dit Dubois, sa voix un baume apaisant et obséquieux. « Le problème, gronda Grégoire, c'est que votre employé vient de voler mon téléphone, un prototype d'une valeur de plus de 45 000 €. Et ça, c'est juste le matériel. Les données qu'il contient valent des milliards. » Le sang de Dubois se glaça. Il tourna ses yeux anxieux de furet vers Anne. « Anne, de quoi s'agit-il ? » « Monsieur Dubois, je n'ai rien fait, » plaida Anne, sa voix tremblante. Elle détestait ça. Elle détestait la sensation d'une centaine de perdus la disséquant. « J'ai juste pris ses assiettes. Le téléphone doit être. » Peut-être qu'il a glissé par terre. Grégoire laissa échapper un rire rauque et aboyant. « Oh, par terre. Bien sûr, j'en suis certain. Pourquoi ne vérifiez-vous pas vos poches, ma petite ? Ou peut-être, dit-il, ses yeux parcourant son uniforme, vous l'avez caché ailleurs. » L'insinuation était vile, et elle fit rougir Anne d'un mélange de honte et de colère. « Je n'ai pas pris votre téléphone. Monsieur Audran, s'il vous plaît, » intervint Dubois, se tordant les mains. « Je suis sûr que ce n'est qu'un malentendu. Anne, pourquoi ne videz-vous pas les poches de votre tablier, juste pour, vous savez, éclaircir la situation ?» Anne regarda son directeur, son supposé protecteur, et ne vit rien d'autre qu'un homme désespéré d'apaiser le loup qui aboyait.
Il ne s'agissait pas de trouver un téléphone. Il s'agissait d'un sacrifice. Et elle était la chèvre attachée au poteau. Monsieur Dubois, Faites-le, ordonna Grégoire. Videz vos poches ou dois-je appeler la police pour qu'il vous fouille au corps? Parce que je le ferai. Je vais vous anéantir. La menace flottait dans l'air, lourde et toxique. Anne regarda autour d'elle. Les convives n'étaient pas de son côté. Il assistait à un spectacle. Certains semblaient légèrement dégoûtés, mais la plupart semblaient simplement amusés. C'était du drame. C'était quelque chose à raconter plus tard. D'une main tremblante, Anne posa les lourdes assiettes sur un plateau de service voisin. Les poches de son tablier contenaient un briquet couvert de miettes, 2 stylos, son carnet de commandes et 34 € de pourboire d'une table précédente qu'il avait lésée. Elle retourna le tissu blanc des poches. « Vous voyez, » dit-elle, sa voix à peine audible. « Rien. » Grégoire ricana. « Malin. Vous l'avez déjà refilé, n'est-ce pas? Glissé à l'un de vos copains en cuisine. Ou peut-être que vous l'avez simplement jeté dans le bac de débarrassage. » Il s'avançait de nouveau vers elle. Dubois agitait inutilement les mains. « Monsieur, la jeune femme a montré. »« La jeune femme est une menteuse, » rugit Grégoire. Il n'était plus qu'à quelques centimètres d'elle. L'odeur de son eau de Cologne chère et poivrée était écrasante. « Je connais votre genre. Vous voyez des gens comme moi. Vous voyez ce que nous avons et vous devenez jaloux. Vous pensez que vous y avez droit. Vous pensez que vous pouvez simplement le prendre. Je ne suis pas une voleuse, » dit Anne, et elle fut choquée d'entendre la force dans sa propre voix. C'était encore calme, mais le tremblement avait disparu. Il était remplacé par une braise froide et dure de défi. Elle croisa son regard. C'était la pire chose qu'elle aurait pu faire. Grégoire Audran n'était pas un homme à qui l'on disait non. Il n'était pas un homme qui était jamais regardé dans les yeux par une serveuse timide et contredit. Son monde était bâti sur les fondations de sa propre infaillibilité. Son défi, son calme et soudain manque de peur brisa quelque chose dans son cerveau. C'était un bug dans sa réalité. Il ne la voyait pas comme une personne, mais comme une erreur qui devait être corrigée. « Qu'est-ce que vous m'avez dit » murmura-t-il, son visage s'assombrissant. « J'ai dit, » répéta Anne, le menton levé, « que je ne suis pas une voleuse. »« Monsieur Audran, monsieur, s'il vous plaît, calmons-nous tous, » plaida Dubois, tendant une main hésitante vers le bras de Grégoire. Grégoire écarta la main, comme s'il s'agissait d'un moucheron. « N'osez pas me répondre. Vous n'êtes rien. » Il ne le vit même pas venir. C'était un réflexe, une réaction primaire de gamin gâté face au refus. Sa main bougea dans un flou. Clac. Le son de sa paume ouverte heurtant sa joue était écœurant. Anne recula en chancelant, heurtant le plateau de service. Les assiettes de la table 7, le steak à 450 € à moitié mangé et la lourde céramique s'écrasèrent au sol, se brisant dans un désordre de porcelaine et de sauce demi-glace. Le restaurant, la ville, le monde s'arrêtèrent. La main d'Anne vola vers sa joue. Elle piquait, une douleur lancinante et brûlante qui lui montait déjà les larmes aux yeux. Mais la douleur sur sa joue n'était rien comparée à l'humiliation brûlante qui lui consumait la poitrine. Il l'avait frappée devant tout le monde. Grégoire Audran se tenait là, la main encore légèrement levée, la poitrine haletante. Il avait l'air surpris, non pas de regret, mais de l'audace pure de ce qu'il venait de faire. Il avait franchi une ligne, et maintenant il devait se justifier. « C'est une voleuse !» cria-t-il à la salle choquée, comme si cela expliquait tout. « C'est une criminelle. Elle a essayé de me voler. Elle a probablement essayé de m'agresser. » Laura, sa compagne, était devenue pâle. « Grégoire, tais-toi, Laura. » Monsieur Dubois bafouillait. « Monsieur, vous ne pouvez pas. C'était, mon Dieu. » Anne s'agenouilla simplement sur le sol, entourée de céramique brisée, la vue brouillée par des larmes qu'elle refusait de laisser couler. Elle se sentait brisée. La promesse à elle-même, le test. Tout cela n'était qu'un jeu stupide, naïf et enfantin. Son père avait raison. Il n'y avait rien à comprendre à cela. Ce n'était que de la cruauté. « Appelez la police, Dubois », ordonna Grégoire, redressant sa veste de costume, retrouvant son sang-froid. « Appelez-les maintenant. Je porte plainte pour vol et pour agression contre mes sensibilités. » « Oui, monsieur Audran. »« Tout de suite, monsieur Audran. » Dubois cherchait déjà son propre téléphone. Anne le regarda, son esprit un vide froid et silencieux. Le jeu était terminé. Elle avait échoué. Elle avait voulu prouver qu'elle pouvait s'en sortir seule. Et à la fin, elle n'était qu'une fille sur un sol couvert de sauce à steak, arrêtée pour un crime qu'elle n'avait pas commis après avoir été agressée par un monstre. Mais alors que monsieur Dubois cherchait son téléphone,
La main d'Anne se glissa dans l'autre poche de son tablier. Celle qu'elle n'avait pas montrée. Celle qui ne contenait ni pourboire ni stylo. Elle contenait son vrai téléphone. C'était un vieux téléphone noir, usé, banal. Un modèle vieux de 5 ans avec un écran fissuré que l'équipe de sécurité de son père insistait pour qu'elle porte. Il n'avait pas de réseaux sociaux, pas de jeux, pas de coque flashy. Il avait une seule fonction. Il avait un unique bouton sur le côté qui, lorsqu'on le maintenait enfoncé pendant 3 secondes, composait un seul numéro. Un numéro qui ne figurait dans aucun annuaire sur Terre, un numéro qui pouvait et avait fait tomber des gouvernements et bouger des marchés. Grégoire la vit le sortir. Il laissa échapper un ricanement de rire dédaigneux. « Qu'est-ce que vous faites maintenant, la voleuse? Vous appelez votre petit ami minable pour qu'il vienne vous payer la caution? Vous appelez votre maman? C'est trop tard pour ça. Vous êtes fini. » Le pouce d'Anne appuya sur le bouton. Elle le maintint. 1, 2, 3. Le téléphone vibra une fois. Il composait. Elle porta le téléphone à son oreille. Ses yeux, maintenant clairs et froids comme de la glace, se fixèrent sur Grégoire Audran. La pièce était si silencieuse que les convives pouvaient entendre le faible son de la sonnerie dans son oreillette. Et puis une voix répondit. Pas par râleau, mais par un simple et calme oui. Anne prit une inspiration tremblante, les larmes montant enfin, mais sa voix était stable. « Papa, » dit-elle, sa voix se brisant sur ce seul mot. « J'ai besoin de toi. » Une vague de silence confus parcourut les convives. Le visage de Grégoire Audran, qui avait été un masque de rage, se tordit en une pure moquerie dédaigneuse. « Papa » tonna-t-il, laissant échapper un rire court et aboyant. Elle a appelé son papa. « Oh, c'est trop drôle. Qu'est-ce qu'il va faire, ma petite? Venir ici dans sa Renault Clio de 1998 et proposer de payer pour mon téléphone? Il va te punir ?» Sa compagne, Laura, qui avait été pâle de choc, gloussa nerveusement, soulagée que l'attention de Grégoire ne soit plus sur sa propre violence, mais sur ce nouveau développement pathétique. Monsieur Dubois, qui s'apprêtait à composer le 17, s'arrêta, le pouce planant sur son écran. Il regarda Anne, agenouillée dans les débris d'assiettes et de nourriture, et une pitié profonde et sincère l'envahit. Pas pour elle, mais pour lui-même, pour être coincé dans cette situation profondément non professionnelle. « Anne, s'il vous plaît, » murmura Dubois, une plainte désespérée dans sa voix. « Rendez juste le téléphone. On peut oublier ça, monsieur Audran. Peut-être qu'on peut simplement vous dédommager pour le téléphone et pour le dérangement. » La tête de Grégoire se tourna brusquement vers Dubois. « Me dédommager? Vous avez la moindre idée de qui je suis? Je ne veux pas de dédommagement. Je veux la justice. Je veux cette petite vermine menottée. » De l'autre côté de la ligne, la voix était calme, mais avec une tension sous-jacente, un ressort enroulé. « Anne, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Ta balise est active. Je vois ta position. Le compas doré. Papa. » La voix d'Anne était épaisse de larmes non versées. « Je suis au travail. Un homme, un client. Il m'a accusé de voler son téléphone. » « Quoi ?» La voix devint plus vive. « Tu vas bien? Tu es en sécurité? » Le souffle d'Anne se coupa. Elle leva les yeux au-delà du visage inquiet de monsieur Dubois et croisa le regard suffisant et triomphant de Grégoire Audran. « Il m'a giflé, papa, au milieu du restaurant. Il m'a frappé. » Le silence à l'autre bout du fil était absolu. Ce n'était pas un silence de déconnexion. C'était le silence d'une étoile qui s'effondre. C'était un vide dans lequel tout son et toute lumière étaient aspirés. Quand la voix reprit la parole, elle était méconnaissable. Ce n'était plus la voix d'un père. C'était autre chose. C'était le son du fer forgé à zéro absolu. « Anne, quel est son nom ?» Grégoire riait toujours, se pavanant pour la salle. « Papa est en route? J'espère qu'il apporte son chéquier. Ça va lui coûter cher. »« Anne, » répéta la voix au téléphone, plus dure cette fois. « Le nom de l'homme qui t'a frappé. »« Son nom est Grégoire Audran, » murmura Anne. « Grégoire Audran, » répéta la voix. Ce n'était pas une question. C'était une déclaration, un fait inscrit dans un registre. « Je vois. Passe-le-moi au téléphone. »« Quoi ?» Les yeux d'Anne s'écarquillèrent. « Passe-moi l'homme qui t'a frappé au téléphone, maintenant. » La main d'Anne tremblait si fort qu'elle pouvait à peine tenir l'appareil fissuré. Elle se releva lentement, péniblement, ignorant les éclats de porcelaine qui grinçaient sous ses chaussures de travail pratique. Elle se dirigea vers Grégoire Audran, la main tendue, offrant le téléphone. Grégoire regarda le vieil appareil usé avec un mépris total. « Qu'est-ce que c'est? Tu veux que je lui parle? Tu veux qu'il te supplie? »
Il veut vous parler, dit Anne, sa voix faible. Une nouvelle vague d'amusement traversa Grégoire. C'était l'apogée de sa soirée. Il allait maintenant, devant tout le monde, pouvoir dire au père de cette fille à quel point sa fille était une déception pathétique et voleuse. Il arracha le téléphone de sa main. « Allô » aboya Théil dans le récepteur, un sourire cruel sur le visage. « Oui, c'est Grégoire Audran. Vous parlez à l'homme dont votre fille vient de voler le téléphone à 45 000 €. Et oui, je l'ai giflée. Elle a de la chance que je ne lui ai pas cassé la mâchoire. Maintenant, quelle que soit l'offre pathétique que vous vous apprêtez à faire, gardez-la. Je la fais arrêter. » Il marqua une pause, s'attendant à entendre un homme pleurer, supplier ou crier. Il n'entendit rien pendant 3 secondes complètes. Puis la voix parvint à travers l'écouteur. Elle était calme. Elle était claire. Et c'était une voix que Grégoire Audran avait déjà entendue. C'était une voix qu'il avait entendue dans des salles de conseil. Une voix qui était passée par un haut-parleur depuis un jet privé. Une voix qui, 3 mois auparavant, avait approuvé une ligne de crédit à 9 chiffres pour la nouvelle division matérielle d'Audran-Tech. Grégoire. Le sourire narquois sur le visage de Grégoire, Audran ne s'est pas seulement estompé. Il a été effacé comme par un solvant chimique. Sa posture, qui avait été gonflée et dominante, s'est instantanément dégonflée. Ses larges épaules s'affaissèrent et la couleur quitta son visage, laissant derrière elle une pâleur maladive, grisâtre et blanche. Il se figea. Ses yeux, écarquillés par une terreur soudaine, naissante et inimaginable, passèrent du téléphone dans sa main à la serveuse timide devant lui. Il regarda ses cheveux châtains, son uniforme bon marché, son visage qui portait encore la marque rouge et furieuse de sa main, puis il regarda de nouveau, vraiment regardé, et pour la première fois il vit les pommettes hautes et définies. Il vit les yeux gris acier inhabituellement clairs. C'étaient des yeux qu'il avait déjà vus de l'autre côté d'une vaste table en acajou, sur un visage qui commandait la loyauté des sénateurs et la peur d'un millier de PDG. « C'est Martin Lefebvre, » continua la voix, aussi calme qu'une lame de bourreau. « Vous êtes dans mon restaurant, dans mon immeuble. Vous avez accusé ma fille de vol. Et vous avez posé la main sur elle. » La bouche de Grégoire s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Un petit bruit de hoquet, humide et haletant. Sa main, celle qui tenait le téléphone, tremblait si violemment qu'il faillit le laisser tomber. « Monsieur Lefebvre, » balbutia Théil. Tout le restaurant, qui attendait le prochain cri, était maintenant si silencieux que son bégaiement semblait résonner. « Monsieur, je ne. Il doit y avoir une erreur. » « Il n'y a pas d'erreur, Grégoire. » La voix de Martin Lefebvre était aussi froide qu'une tombe. « Vous venez de commettre la plus grande erreur de votre courte et brutale vie. Je suis à 5 minutes. Ne bougez pas. » La ligne se coupa. Grégoire Audran resta là, le téléphone toujours collé à l'oreille, le bras bloqué. C'était une statue, un monument à sa propre ruine spectaculaire. La bravade, la rage, le sentiment de droit, tout s'était évaporé, laissant derrière lui une coquille creuse et terrifiée. « Grégoire » murmura sa compagne, Laura, sa voix empreinte d'une nouvelle peur. Elle ne l'avait jamais vu comme ça. « Grégoire, qu'est-ce qu'il y a ? C'était qui » Grégoire ne répondit pas. Il ne pouvait pas. Son cerveau essayait frénétiquement de calculer ce qui venait de se passer. Anne Lefebvre. Lefebvre. Martin Lefebvre. Le multimilliardaire reclus, presque mythique. L'homme qui possédait Lefebvre Consolidated. L'homme qui possédait la banque, qui tenait toute l'entreprise de Grégoire dans sa poigne financière. L'homme qui, d'un seul coup de fil, pouvait faire geler les actifs de Grégoire Audran, révoquer ses lignes de crédit et démanteler son entreprise pour des pièces détachées avant le lever du soleil. Et cette fille était sa fille. Cette serveuse, cette voleuse, était Anne Lefebvre. Le regard de Grégoire tomba sur le sol, sur le désordre de nourriture et d'assiettes cassées. Et là, à moitié caché sous un éclat de céramique, scintillant dans la faible lumière, se trouvait son téléphone en platine. Il avait dû vibrer lors de son dernier appel et glisser entre le coussin du siège et la banquette, tombant au sol quand il s'était levé. Il ne l'avait pas perdu. Il n'avait jamais été volé. Il venait de gifler la fille de l'homme le plus puissant de la ville pour rien. Toute la salle le regardait. Ils avaient vu sa rage. Ils avaient vu sa violence. Et maintenant, ils voyaient sa terreur. L'atmosphère avait changé. Le spectacle n'était pas terminé. Il venait d'atteindre son apogée. Les genoux de Grégoire se dérobèrent. Il abaissa lentement le téléphone de son oreille et le tendit à Anne, sa main tremblant de manière incontrôlable. « Mademoiselle Lefebvre » murmura-t-il. Le nom avait le goût de l'acide sur sa langue. « Il est
Il est juste là. Le téléphone. Il était là depuis le début. Un malentendu. Un terrible malentendu. Anne regarda le téléphone dans sa main tremblante. Elle regarda l'homme pathétique et rampant, qui quelques instants auparavant avait été un titan rugissant. Elle ne prit pas le téléphone. Au lieu de cela, elle se tourna vers M. Dubois. Le directeur était figé dans une posture de conflit exquis et angoissant. Sa loyauté, qui avait été si simple à déterminer, toujours du côté de l'argent, était maintenant désespérément fracturée. Il venait de se ranger du côté opposé à l'argent. Il s'était rangé contre le propriétaire. Il avait menacé d'appeler la police pour la fille de l'homme qui signait ses chèques de paie, ceux de son patron et ceux du patron de son patron. Monsieur Dubois, dit Anne, et sa voix n'était plus le murmure timide et effacé auquel il était habitué. Elle était claire, elle était froide, et elle portait l'inimitable timbre ancestral du commandement. Mademoiselle Lefebvre. Quina Dubois, le visage luisant d'une sueur froide soudaine. Je n'avais aucune idée. Mes excuses. Si j'avais su, nous. Vous alliez me faire arrêter, déclara Anne. Ce n'était pas une question. Non. Oui. Je veux dire, j'étais juste. Monsieur Audran est un client très apprécié, et il était si insistant. J'essayais juste de désamorcer la situation. Désamorcer? Répéta Anne, le mot ayant un goût étrange. En le laissant me traiter de voleuse. En exigeant que je vide mes poches devant tout le restaurant. En restant là à ne rien faire quand il m'a frappé. Chaque mot était une petite lame tranchante, et Dubois grimaça visiblement à chacun d'eux. S'il vous plaît, mademoiselle Lefebvre, j'ai une famille. Trouvez son téléphone, monsieur Dubois, dit Anne, coupant court à son babillage pathétique. Mais il l'a trouvé. Il est juste là. Non, dit Anne, en désignant le désordre sur le sol. Celui qui l'a trouvé sous la table. Allez le chercher. L'humiliation submergea le visage de Dubois. Mais il savait qu'il n'avait pas le choix. C'était ça ou le chômage. Immédiatement, il se mit à quatre pattes, rampant dans la flaque de sauce demi-glace et les éclats de porcelaine. Il grogna en atteignant sous la table, sa veste de costume noir immaculé traînant dans le désordre. Il en ressortit, tenant le prototype en platine entre deux doigts comme s'il s'agissait d'une couche sale. Il le tendit à Grégoire. « Tenez, monsieur. Monsieur Audran, votre téléphone. » Grégoire Audran ne le regarda même pas. Ses yeux étaient fixés sur l'entrée principale du restaurant. Son visage un masque de peur primaire. Il observait les portes de l'ascenseur, attendant l'arrivée du bourreau. Et puis les portes s'ouvrirent. Le compas doré n'avait pas de videur. Il avait une équipe de réception. Mais les deux hommes qui sortirent les premiers de l'ascenseur n'étaient pas sur la liste de paie du restaurant. Ils étaient bâtis en granit solide, vêtus de costumes sombres impeccablement taillés avec des oreillettes qui n'étaient pas pour la frime. Ils balayèrent la pièce d'un seul regard professionnel, leurs yeux s'attardant une demi-seconde sur Grégoire Audran, le cataloguant avant de se disperser, l'un se déplaçant pour bloquer l'entrée de service, l'autre se tenant près de l'ascenseur. Puis Martin Lefebvre entra. Il n'était pas un homme physiquement imposant. Contrairement à Grégoire, il n'en avait pas besoin. Là où Grégoire était une explosion bruyante et criarde d'argent neuf et d'architecture brutaliste, Martin Lefebvre était le pouvoir tranquille et ancien. Il avait la fin de la cinquantaine, avec une chevelure argentée et les yeux gris acier qu'il avait transmis à sa fille. Il portait un simple pull en cachemire sombre et un pantalon, comme s'il venait de sa bibliothèque. Il ne cria pas. Il ne courut pas. Il marcha. Il passa devant le bureau de la réception, devant les convives bouche bée, devant le terrifié monsieur Dubois. Et il ne s'arrêta pas avant d'être directement devant sa fille. Il ignora tout le monde. Il ignora le milliardaire, les assiettes cassées, tout le public silencieux. Il tendit une main douce et toucha légèrement, presque imperceptiblement, la marque rouge et enflée sur la joue d'Anne, les yeux fermés pendant une seule seconde douloureuse. « Anne, dit-il, sa voix calme, pour ses oreilles seulement. Est-ce que ça va ?» Et avec cette simple question, le barrage céda. L'adrénaline, le choc, l'humiliation, la rage. Tout s'effondra. Les larmes qu'elle avait refusé de verser devant son agresseur coulaient maintenant librement. Elle ne pleurait pas seulement pour la gifle. Elle pleurait pour les insultes, pour l'humiliation du travail, pour l'échec de son expérience, et pour le soulagement écrasant et terrible de savoir que son père était là. Elle tomba dans ses bras, enfouissant son visage dans son pull en cachemire, et sanglota. « Il m'a frappé, papa. Il vient de me frapper. » Martin Lefebvre la serra dans ses bras, sa main lui frottant le dos, ses yeux toujours fermés. Il la berçait doucement, murmurant
Tout va bien, ma chérie. Je suis là. C'est fini. Je suis là. Pendant 30 secondes complètes, le seul son dans le restaurant du 60e étage était les sanglots étouffés et silencieux de l'héritière de l'Empire Lefebvre consolidé Tut. Grégoire Audran regarda cela, et une seule, désespérée, pathétique lueur d'espoir entra dans son cœur. C'est un moment père-fille, pensa-t-il. C'est un père. Il sera miséricordieux. Il veut. Juste sa fille. Peut-être que je peux m'excuser. Payer. Faire disparaître tout ça. Finalement, les sanglots d'Anne se calmèrent. Martin Lefebvre lui donna une dernière étreinte, lui embrassa le sommet de la tête, puis la plaça très doucement derrière lui. Il avait placé son corps entre sa fille et son agresseur. C'est seulement alors qu'il se tourna. Il regarda Grégoire Audran. La salle retint son souffle. Il s'attendait à une confrontation, des cris, des menaces, un choc de titans, mais Martin Lefebvre le regarda simplement avec une sorte de déception lasse et profonde. « Grégoire, dit-il, sa voix calme. Vous étiez un invité dans mon immeuble. Vous étiez un partenaire commercial en qui j'avais provisoirement confiance. Vous avez bu mon vin. Vous avez mangé ma nourriture et vous avez posé la main sur mon enfant. Martin, monsieur Lefebvre. Monsieur, balbutia Grégoire, les mains levées en signe de reddition. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis désolé. Je ne savais pas. Je jure devant Dieu, je n'avais aucune idée qu'elle était votre fille. Je pensais qu'elle avait volé mon téléphone. C'était une erreur. Une terrible mais honnête erreur. Le regard de Martin Lefebvre se porta sur Laura, la compagne de Grégoire, qui semblait vouloir que le sol l'avale. Et vous, pensiez-vous aussi qu'elle était une voleuse? Laura regarda Martin Lefebvre, puis Grégoire, et elle fit un calcul très rapide et très froid. Il est fou, dit-elle, sa voix tremblante mais claire. Il a bu. Il est juste devenu fou. Cette fille, elle n'a rien fait. Il l'a juste attaquée. Elle attrapa son sac à main sur la table. Je ne suis pas avec lui. Je m'en vais. Et elle se précipita vers l'ascenseur. Un rat quittant un navire qui n'était pas seulement en train de couler, mais déjà au fond de l'océan. Grégoire regarda son dos s'éloigner, la trahison et la panique se disputant sur son visage. Laura, attends. Elle ment. Cela n'a pas d'importance, dit Martin Lefebvre, sa voix coupant court à la panique de Grégoire. La question, Grégoire, n'est pas ce que vous pensiez. La question est pourquoi vous le pensiez. Parce qu'elle était serveuse? Parce qu'elle était invisible? Parce que vous croyiez en avoir le droit? Non. J'étais stressé. Le prototype. C'est tout mon trimestre. Il était par terre, dit Martin, en désignant le téléphone toujours serré dans la main de Dubois. Vous n'avez même pas pris la peine de regarder. Vous avez trouvé une cible. La personne la plus faible dans la pièce, celle que vous pensiez n'avoir personne à appeler, celle que vous pensiez pouvoir écraser sans que personne ne s'en soucie. Martin fit un pas de plus. Grégoire, un homme d'une tête de plus et de 50 kilos de plus, tressaillit et recula d'un pas. Et vous, dit Martin, sa voix tombant à un murmure terrifiant, vous l'avez frappé. Yeah. Grégoire était fini. Il n'avait plus de mots. Il était un animal acculé. Martin tourna son regard vers M. Dubois, qui était toujours agenouillé, tenant le téléphone. Vous, monsieur, Quina Dubois. Vous êtes le directeur ici. Oui, monsieur. Michel Dubois. Je suis profondément. Vous êtes viré. Ce fut dit si doucement, si conversationnellement que Dubois faillit ne pas l'enregistrer. Monsieur, vous êtes viré, répéta Martin un peu plus fort. Vous avez permis qu'un client, n'importe quel client, soit agressé physiquement dans votre restaurant. Non seulement vous avez échoué à protéger votre personnel, mais vous avez pris le parti de l'agresseur. Vous avez menacé ma fille. Vous avez échoué au niveau le plus fondamental de votre travail. Les hommes à la porte prendront vos clés et vous escorteront hors des lieux. Ne vous embêtez pas à vider votre bureau. Nous ferons incinérer son contenu. Le visage de Dubois s'effondra. C'était fait. Sa carrière, sa vie, finie. Il resta simplement agenouillé là, immobile, le téléphone glissant de ses doigts. Puis Martin Lefebvre se retourna vers Grégoire Audran. Son visage était illisible. « S'il vous plaît » murmura Grégoire. Il pleurait ouvertement maintenant. Des larmes de terreur et d'apitoiement coulaient sur son visage. « S'il vous plaît, Martin, monsieur Lefebvre, ne me ruinez pas. J'ai une entreprise, des centaines d'employés. S'il vous plaît, je paierai n'importe quoi. Tout ce que vous voulez.
Je ferai un don à son association caritative préférée. Je lui achèterai une voiture, un immeuble. » Martin Lefebvre laissa le pathétique suppliant flotter dans l'air pendant un long et douloureux moment. « Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas, Grégoire ?» dit Martin, une note de surprise sincère dans sa voix. « Vous pensez toujours que c'est une question d'argent? Vous pensez que vous pouvez vous en sortir en payant ?» Il claqua des doigts. Les deux grands agents de sécurité, qui avaient été impassibles et silencieux, se trouvèrent soudain au coude de Grégoire. « Monsieur Audran, je ne vais pas vous ruiner, » dit Martin. Un énorme soupir de soulagement frissonnant s'échappa de la poitrine de Grégoire. « Merci, merci, monsieur. Dieu merci. Vous, » dit Martin, sa voix plate, « allez vous ruiner vous-même. Vous voyez, Grégoire, vous avez agressé une femme. C'est un crime. Et contrairement à vous, je crois en la justice. » Il regarda son chef de la sécurité. « Appelez la police. La vraie police, pas l'appel au 17 de monsieur Dubois. Appelez le préfet sur sa ligne privée. Dites-lui que je suis au Compadoré et que je suis témoin d'une agression avec circonstances aggravantes. Dites-lui que je veux ses meilleurs inspecteurs et que je les veux ici maintenant. » Le sang dans le visage de Grégoire, qui avait disparu, réussit à s'écouler encore plus. « La police, une arrestation. Vous ne pouvez pas. Nous pouvons régler ça. C'est une affaire civile. Je ferai un chèque. Emmenez-le dans le salon privé, » ordonna Martin à ses hommes. « Ne le laissez pas partir. Ne le laissez pas passer un appel téléphonique. » Son téléphone, il désigna le prototype sur le sol. « Reste ici. Il doit attendre les inspecteurs. » « Non, » rugit Grégoire, et la bête était de retour. C'était le dernier rugissement désespéré d'un animal piégé. Il tenta de libérer ses bras des gardes de sécurité qui l'avaient saisi. « Vous ne pouvez pas me faire ça. Savez-vous qui je suis? Je suis Grégoire Audran. Je vous poursuivrai en justice. Je poursuivrai ce trou. » Les deux gardes, avec une efficacité presque ennuyée, le soulevèrent légèrement, lui faisant quitter le sol et commencèrent à le transporter vers l'arrière du restaurant. Ces cris de « Vous ne pouvez pas faire ça » et « Je vous tuerai tous » résonnèrent, puis furent coupés lorsque la porte du salon se referma. Le Compadoré était de nouveau silencieux. Le silence qui s'abattit sur le restaurant était différent de celui qui avait suivi la gifle. Le premier avait été un silence choqué, horrifié. Celui-ci était stupéfait, respectueux. Les convives, qui avaient été un public captif, semblaient maintenant réaliser qu'ils respiraient un air emprunté. Ils étaient en présence d'un pouvoir si vaste et si silencieux qu'il faisait passer la richesse bruyante et grossière de Grégoire Audran pour un caprice d'enfant. Martin Lefebvre se détourna de la porte par laquelle l'agresseur de sa fille avait été traîné, son expression s'adoucissant. Le fer avait disparu, remplacé une fois de plus par le père inquiet. Il se tourna vers Anne, qui se tenait comme un fantôme au milieu de la pièce, son tablier toujours taché de nourriture. « Rentrons à la maison, ma chérie, » dit-il doucement, en lui tendant la main. Anne regarda sa main. Puis elle regarda autour de la pièce, monsieur Dubois, qui était toujours un tas froissé et vaincu sur le sol, les autres serveurs, qui regardaient, les yeux écarquillés, depuis les portes de la cuisine, les convives, qui essayaient maintenant discrètement de faire semblant de ne pas avoir regardé, leurs yeux tombant sur leur steak à 450 €. Elle avait échoué. Son expérience de la normalité, de l'anonymat, avait été un désastre catastrophique. Elle avait voulu prouver qu'elle était plus que son nom. Et à la fin, son nom était la seule chose qui pouvait la sauver. Elle ressentit un sentiment de honte profond et intense. Elle secoua la tête. « Non. » Le front de Martin se plissa. « Non, Anne, tu es en état de choc. Allons te ramener à la maison. Le docteur Evans peut nous y retrouver. »« Non, papa. » Elle s'éloigna de lui, ses propres pieds trouvant leur appui sur le sol. Le tremblement avait disparu. « Je ne rentre pas à la maison. » Elle se dirigea vers le rampant monsieur Dubois. Elle le regarda de haut, non pas avec mépris, mais avec une pitié froide et claire. « Levez-vous, monsieur Dubois. » Dubois leva les yeux cerclés de rouge. « Mademoiselle Lefebvre, il m'a viré. »« C'est vrai, » acquiesça Anne. « Mais je vous réembauche. » La tête de Martin Lefebvre se releva brusquement. « Anne, qu'est-ce que tu fais? Cet homme est un lâche sycophante. Il t'a laissé te faire agresser. »« Je sais, » dit Anne, ses yeux ne quittant jamais Dubois. « C'est pour ça qu'il est parfait. » Dubois se releva en se dépêchant, la confusion et un espoir désespéré et fou sur son visage. « Parfait, mademoiselle? Je ne suis pas mon père, monsieur Dubois, » dit Anne, sa voix portant dans la salle silencieuse. «
Il vous virerait pour votre faiblesse. Moi, je vais l'utiliser. Vous avez le choix. Vous pouvez partir d'ici, en disgrâce, sur la liste noire de tous les établissements gastronomiques de la ville. Ou vous pouvez rester. Vous pouvez rester et travailler pour moi. Travailler pour vous? Oui. Moi? Anne se tourna vers son père. Papa, tu m'as donné ce travail. Tu as tiré les ficelles pour que je sois embauchée comme serveuse ici, au plus bas niveau, pour que je puisse apprendre le métier. Tu m'as laissé faire mon expérience. Et j'ai détesté ça. J'ai détesté chaque seconde. J'ai détesté l'invisibilité. J'ai détesté l'humiliation. Et j'ai détesté les gens. Elle regarda la salle de convives qui la fixait maintenant ouvertement. Mais tu t'es trompé sur une chose, dit-elle en se retournant vers Martin. Tu as dit que je ne trouverais pas les gens au 60e étage. Tu avais raison. Je n'ai pas trouvé les clients. J'ai trouvé mon peuple. Elle fit un geste vers la porte de la cuisine où le reste du personnel, les commis, les autres serveurs, les cuisiniers, les plongeurs, étaient tous rassemblés, observant. Ce sont eux qui sont invisibles. Ce sont eux qui sont traités comme ça. Elle désigna l'endroit où Grégoire s'était tenu, tous les soirs, par des hommes 2 fois moins riches et 2 fois plus cruels. Et ils n'ont pas de père à appeler. Ils n'ont pas de bouton d'urgence. Ils doivent juste encaisser. Ils doivent accepter d'être traités de voleurs. Ils doivent accepter d'être humiliés. Et parfois ils doivent accepter bien pire. Tout ça pour un pourboire de 10% sur une bouteille de vin à 8 000 €. Elle se retourna vers son père, et ses yeux brillaient non pas de larmes de douleur, mais d'une clarté nouvelle et terrifiante. Je ne rentre pas à la maison. Je reste, et je ne serai pas serveuse. Martin Lefebvre regarda sa fille. Il ne voyait pas la fille timide et effacée pour laquelle il s'était inquiété. Il voyait la femme qu'elle venait de devenir. Il voyait sa propre mère, une femme qui avait bâti une entreprise de traiteur à partir de rien pour en faire un empire. « Alors, que vas-tu être, Anne ?» demanda-t-il, un lent sourire se dessinant sur son visage. « Moi, dit Anne, je vais être votre nouvelle directrice générale des opérations hôtelières. Et mon premier acte, dit-elle, sa voix résonnant d'autorité, est d'acheter ce restaurant. Pas seulement l'immeuble, papa. La marque. Je veux le compas doré, et je vais le raser jusqu'aux fondations. Anne, dit Martin, nous le possédons déjà. C'est juste une filiale. Anne cligna des yeux. Oh, eh bien, c'est bien. Ça nous fait gagner une étape. Elle se tourna vers la salle de convives stupéfaits. Mesdames et messieurs, lança-t-elle, sa voix forte et claire. Je m'appelle Anne Lefebvre, et au nom du compas doré, je tiens à m'excuser pour l'interruption de votre repas, et aussi pour le repas lui-même. Quelques rires nerveux. Ce restaurant, continua-t-elle, a longtemps été un symbole de, eh bien, soyons honnêtes, de ceci. Elle fit un geste vers toute la pièce opulente et sans âme. Un endroit où les gens avec plus d'argent que de bon sens peuvent traiter les gens qui n'ont ni l'un ni l'autre comme des meubles. Eh bien, à partir de ce soir, c'est terminé. Elle se dirigea vers le centre de la pièce. Vos repas, bien sûr, sont offerts. Absolument tous. En fait, s'il vous plaît, commandez plus. Commandez la bouteille de vin la plus chère que vous puissiez trouver, car c'est le dernier repas que le compas doré servira jamais. La salle halta. Nous fermons, à effet immédiat. Nous allons repenser le concept. Et quand nous rouvrirons, ce ne sera pas un restaurant pour les Grégoire Audran de ce monde. Ce sera un restaurant pour, eh bien, pour les gens. Un endroit où le personnel est traité avec respect, payé un salaire décent, et n'a plus jamais à endurer ce que je viens de subir. Elle se tourna vers Monsieur Dubois. Monsieur Dubois, votre premier acte en tant que mon nouveau, disons, directeur des opérations de transition, est d'aller au système de sonorisation. Je veux que vous ajoutiez un pourboire de service automatique et non négociable de 50% à chaque addition offerte ce soir. Et ensuite, je veux que vous alliez dans le système de paie et que vous donniez à chaque employé de cet immeuble, des plongeurs au sommelier, une prime de 100% avec effet immédiat, prélevée sur le compte d'entreprise considérable de Monsieur Audran, que mon père liquidera sans aucun doute demain matin. Anne, dit Martin, sur un ton d'avertissement. Papa, dit Anne, tu ne peux pas laisser un homme qui agresse les femmes diriger une entreprise d'1 milliard de dollars avec ton argent. Tu ne peux tout simplement pas. Le sourire de Martin Lefebvre était fin, mais il était là. Le conseil d'administration de la banque se réunira à 7 heures du matin pour examiner son exposition éthique à la ligne de crédit d'Audran. Je soupçonne qu'ils la trouveront intenable. Bien, dit Anne. Monsieur Dubois, allez-y. Dubois, voyant toute sa vie défiler à nouveau devant ses yeux, une nouvelle vie meilleure où il était du bon côté du pouvoir, hocha la tête avec enthousiasme. Oui, mademoiselle Lefebvre. Tout de suite, mademoiselle Lefebvre.
Un pourboire de 50% et une prime de 100%. Oui, immédiatement. Il courut presque jusqu'au bureau arrière, un homme nouveau. Anne se tourna ensuite vers le personnel de cuisine qui la regardait tous comme si elle était Jeanne d'Arc. « Et vous » lança-t-elle. « Je m'appelle Anne. Je suis votre nouvelle patronne et je suis tellement désolée pour tout ça. Rentrez chez vous. Rentrez chez vos familles. Vous serez payés pour les 6 prochains mois pendant que nous rénovons, et quand nous rouvrirons, j'espère que vous reviendrez tous. » Une acclamation rauque et spontanée éclata de la cuisine. Finalement, Anne retourna vers son père. Elle était épuisée. Elle était vidée, mais elle se tenait droite. « Alors, » dit Martin Lefebvre, les yeux remplis d'une fierté profonde et sincère. « Directrice générale des opérations hôtelières. HM. C'est un grand titre. » « Je sais, » dit Anne, un petit sourire jouant sur ses lèvres. « Je pense que je vais avoir besoin d'un nouvel uniforme. » Les 12 heures suivantes furent un tourbillon. Grégoire Audran fut retenu dans le salon des fondateurs par 2 des agents de sécurité silencieux de Martin Lefebvre. Il passa du déni, c'est un test, à la rage, c'est un enlèvement, au marchandage pathétique, je vous donne 100 000 €, laissez-moi juste partir. Les gardes restèrent de marbre, impassibles. À 2h37 du matin, 2 inspecteurs de la brigade criminelle, à l'air sombre et professionnel, arrivèrent. Ce n'étaient pas des policiers de quartier. Ils étaient spécialisés dans les agressions violentes. Grégoire tenta de raconter son histoire. Elle était instable, une arnaqueuse. J'ai craint pour ma sécurité. C'était de la légitime défense. L'inspecteur principal le laissa finir, puis fit glisser une tablette sur la table. Nous avons les dépositions de 15 autres convives, monsieur Audran. Nous avons aussi ceci. Elle appuya sur lecture. C'était une vidéo du téléphone d'un autre client montrant toute la rencontre, culminant avec la gifle brutale en haute définition. Et ceci, dit-elle en faisant glisser une seconde tablette, l'enregistrement de la caméra de sécurité juste au-dessus de votre table. Celui-ci a le son. Grégoire n'eut pas besoin de regarder. Il était fini. Il fut arrêté pour coups et blessures et passa la nuit en garde à vue dans une cellule qui sentait l'eau de Javel et le désespoir. Lui, Grégoire Audran, était dans une boîte en béton. Il eut enfin droit à son unique appel à son avocat, Maître Perrier. « Perrier, sortez-moi de là. J'ai été arrêté. » Grégoire. La voix de Perrier était paniquée. « Que as-tu fait ? Les marchés asiatiques sont ouverts. Audrantec. C'est en chute libre. Une baisse de 40%. De quoi parles-tu » L'estomac de Grégoire se serra. Il y a un communiqué de presse. La banque Lefebvre Consolidated a gelé indéfiniment toute votre ligne de crédit, en attendant un examen éthique interne. Il l'a fait, murmura Grégoire. C'était Martin Lefebvre, Perrier. C'était sa fille. Il y eut un long silence froid. Grégoire, qu'as-tu fait à la fille de Martin Lefebvre ? Je pensais que c'était une serveuse. Je l'ai giflée. La ligne redevint silencieuse. Perrier, tu es là ? Je suis là, dit l'avocat, sa voix un murmure funèbre. Je te renvoie à quelqu'un d'autre. Mon cabinet, nous avons un conflit d'intérêts. Nous travaillons pour une filiale de Lefebvre. Je ne peux pas te représenter. Quoi ? Je suis désolé, Grégoire. Tu n'aurais pas dû la frapper. La ligne se coupa. À 7 heures du matin, le conseil d'administration de Grégoire convoqua une réunion d'urgence. À 7h05, ils avaient voté à l'unanimité pour le mettre en congé forcé pour une durée indéterminée. À 7h15, l'histoire avait fuité. Le milliardaire de la tech Grégoire Audran arrêté pour avoir agressé une serveuse. La vidéo du client devint virale. Puis vint le rebondissement qui scella son sort. La serveuse dans le scandale de l'agression Audran est Anne Lefebvre, héritière de Lefebvre Consolidated. Il fut finalement libéré sous caution à 10 heures du matin. Un homme brisé. Il sortit du commissariat non pas pour monter dans sa Maybach, mais pour affronter un ouragan de caméras et de journalistes. « Monsieur Audran, est-il vrai que vous êtes licencié ? Saviez-vous qu'elle était Anne Lefebvre ?» Il se jeta dans un taxi, la main sur le visage. Alors que le taxi s'éloignait, il vit son propre visage enragé de la vidéo projeté sur un panneau d'affichage géant. Son entreprise était partie. Sa réputation était partie. Il était fini. 6 mois plus tard, le 60e étage rouvrit. L'oppressante dorure à la feuille d'or du compas doré avait disparu, remplacée par un espace lumineux et ouvert appelé simplement le compas. Anne Lefebvre se tenait à l'accueil, ses cheveux coiffés de manière élégante et professionnelle, sa présence indéniable.
Elle n'était plus un fantôme. Elle était la patronne. Le nouveau restaurant était une révolution. C'était une organisation à but non lucratif où les réservations ne pouvaient pas être achetées. Elles étaient gagnées par des héros de la communauté, des enseignants, des artistes. Tous les bénéfices étaient directement versés à un fonds d'actionnariat salarié, faisant de chaque membre du personnel un partenaire. Près de la porte, une plaque encadrée détaillait le nouveau code de conduite, se terminant par une règle simple et claire. Manquez de respect au personnel, il vous sera demandé de partir. Aucune seconde chance. En regardant la salle, Anne pensa au procès imminent de Grégoire Audran. Ses avocats avaient tenté de négocier un accord, mais elle avait refusé. Elle témoignerait, non pas comme une victime, mais comme un témoin. Sur ses conseils, son père n'avait pas détruit Audran-Tech. Il l'avait réparé. Lefebvre Consolidated avait racheté l'entreprise, licencié le conseil d'administration corrompu et installé un nouveau PDG éthique. Les centaines d'employés pour lesquels Grégoire avait pleuré étaient tous encore employés, mais sous une meilleure direction. L'expérience d'anonymat d'Anne n'avait pas été un échec. Ce n'était que la première étape. Dans les décombres de cette nuit, elle avait trouvé sa raison d'être. Elle n'était pas une serveuse timide se cachant dans l'ombre. Elle était Anne Lefebvre, la propriétaire, et elle ne faisait que commencer. Cette unique gifle choquante fut la fin du monde de Grégoire Audran, mais ce fut le début de celui d'Anne. C'est un puissant rappel que la vraie force ne consiste pas à crier le plus fort ou à frapper le plus fort. Elle réside dans la voix que vous choisissez d'utiliser lorsque vous êtes au plus bas. Anne n'était plus une fille invisible. Elle était une force de la nature. Grégoire pensait écraser une mouche, mais il venait de réveiller un dragon endormi. La transformation d'Anne était complète, non pas en réaction à l'agression, mais en dépit d'elle. Elle avait puisé dans une réserve de force qu'elle ne soupçonnait pas, une force héritée non pas de la richesse de son père, mais de la résilience de sa grand-mère. Elle se souvenait des histoires sur la façon dont sa grand-mère avait lancé son entreprise de restauration avec une seule cuisine et une détermination de fer. Cette même détermination coulait maintenant dans ses veines. Le nouveau compas était le reflet de sa vision. Les murs étaient ornés d'œuvres d'artistes locaux, la musique était douce, et l'atmosphère était chaleureuse et accueillante, un contraste frappant avec l'aura froide et prétentieuse de son prédécesseur. Le personnel, désormais copropriétaire, travaillait avec une fierté et un dévouement qu'aucun salaire horaire ne pourrait jamais acheter. Ils n'étaient plus des serviteurs invisibles. Ils étaient des hôtes, des partenaires dans une entreprise qui valorisait la dignité autant que la gastronomie. Le soir de la réouverture, son père, Martin Lefebvre, était assis à une table discrète dans un coin, observant sa fille non pas avec la protection inquiète d'autrefois, mais avec une admiration profonde. Il la voyait saluer les invités, discuter avec le personnel, sa présence remplissant la pièce d'une énergie calme et confiante. Elle n'avait pas seulement changé un restaurant, elle changeait un petit coin du monde. Elle prouvait que le luxe et la compassion n'étaient pas mutuellement exclusifs. Plus tard dans la soirée, Anne se joignit à lui. « Alors, qu'en pense le conseil d'administration » demanda-t-elle avec un sourire malicieux. Martin sourit en retour. Ils sont perplexes par le modèle économique, mais ils ne peuvent pas contester les résultats. Les critiques sont dithyrambiques. Et la liste d'attente pour les héros de la communauté est longue de 6 mois. Ta grand-mère serait fière. Anne sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Je pense qu'elle le serait. Son regard balaya la pièce animée, s'arrêtant un instant sur un enseignant du quartier qui riait avec sa femme, célébrant leur anniversaire de mariage. C'était pour cela qu'elle l'avait fait. Pour créer un espace où la valeur d'une personne n'était pas mesurée par son compte en banque, mais par sa contribution au monde. La gifle de Grégoire Audran avait laissé une marque sur sa joue cette nuit-là, une marque qui s'était estompée en quelques jours. Mais l'impact de cet acte avait laissé une empreinte indélébile sur son âme, la forgeant en la femme qu'elle était destinée à devenir. Elle n'était plus une héritière fuyant son nom, mais une leader l'embrassant, le redéfinissant selon ses propres termes. Le chemin à parcourir était long, mais pour la première fois de sa vie, Anne Lefebvre savait exactement où elle allait. Elle n'avait pas simplement trouvé sa place au 60e étage, elle l'avait reconstruite.